d'une lettre que le professeur Paul de Wels de l'Académie des sciences a envoyée au directeur du centre hospitalier d'Uzès depuis quelques jours, le professeur Fourtillan, Bernard Fourtillan, Hold Up, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas encore fait. Et professeur Fourtillan, qui avait porté plainte contre l'Institut Pasteur, il avait dénoncé comme étant l'inventeur du microbe qui a donné le Covid-19. Voilà, et Paul de Wels. Je suis membre de l'Académie des sciences et professeur à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6 Sorbonne. Je vous écris au sujet du professeur Jean-Bernard Fourtillan. Je le connais depuis de nombreuses années, il est sain de corps et d'esprit. C'est un savant de grande réputation ayant apporté de nombreuses innovations majeures au traitement de maladies neurodégénératives et à l'analyse de la totalité des adjuvants aluminiques dans certains arguments très convaincants que je n'ai pas été en mesure de vérifier moi-même pour impliquer les laboratoires de l'Institut Pasteur dans l'ingénierie génétique de virus grippaux pathogènes. Il est vraisemblable que son activité de lanceur d'alerte ait pu être à l'origine de ce qui vient de lui arriver. Ça s'appelle un internement d'office. C'est à la suite d'un avis médical, le préfet prend un arrêté d'internement d'office. Et on se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Quelle n'a pas été ma surprise d'apprendre qu'un homme d'un si grand âge était interné contre son gré dans un établissement psychiatrique. Je vous mets en garde à l'idée de prolonger une telle détention dont l'arbitraire ne vous échappera pas. Il faut à l'évidence que le professeur Fourtillan recouvre sa liberté tout de suite. J'ai eu l'occasion au cours de ma longue carrière scientifique de visiter la Roumanie sur invitation de son gouvernement, alors dirigé par Nicolae Ceausescu. Il était alors fréquent de voir des universitaires ayant manifesté la moindre dissidence se faire interner en asile psychiatrique. J'en connais qui en sont morts, victimes de traitements allant de substances psychotropes, à haute dose. Je ne voudrais pas qu'on puisse utiliser de telles méthodes en France, ce qui voudrait dire que notre société aurait basculé dans une certaine forme de dictature. Je crains que ce ne soit déjà le cas. Pour ces raisons, et au nom de toute la communauté scientifique française, je vous prie de libérer sans attendre Jean-Bernard Fourtillan. Faute de quoi vous seriez complice de voies de fait et d'enlèvement arbitraire envers une personne littéralement victime d'une lettre de cachet à la mode de 2020. En fait, les lettres de cachet étaient très justifiées, hein, passons. Les très nombreuses personnes qui estiment et soutiennent la valeur professionnelle comme la liberté de penser du professeur Fourtillan ne manqueront pas de porter l'affaire devant la justice s'il n'était pas mis fin, sans délai, à son enfermement. C'est parce que je n'ai aucune raison de mettre en doute ni votre honnêteté ni votre compétence professionnelle que je vous envoie ce message. Information sur les donneurs d'ordre de l'internement de Jean-Bernard Fourtillan. Il n'en demeure pas moins que sa remise en liberté ne relève que de votre autorité. Je vous prie donc de l'exercer dès que faire se peut. Dans cette attente, recevez, monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Paul de Wels, membre de l'Institut et de plusieurs autres académies, 11 décembre 2000. C'est quand même un sujet très sérieux. C'est un dissident de la thèse officielle sur le Covid ou sur les vaccins qui a été interné arbitrairement. Bon, alors, y a-t-il dans son dossier quelque chose qui puisse justifier cet internement? Je ne le crois pas. C'est donc très inquiétant. C'est très inquiétant. D'ailleurs, d'écrire au préfet, co-directeur de l'asile de fous, comme il faut appeler un établissement psychiatrique. Quoi qu'il en soit, il faut que les auditeurs de Radio Athéna et les Français, à travers eux, soient conscients des dérives actuelles du pouvoir et qui n'hésitent pas à prendre de telles mesures. Ce qui m'amènera ensuite à parler du procès Rissen, évidemment, où, pour délit d'opinion, le pauvre Hervé Rissen a été jeté en prison, incarcéré depuis le mois de septembre 2020. Donc, bonjour. Hervé Rissen est incarcéré aujourd'hui depuis 95 jours et il est vraiment incarcéré. Hein. C'est pas une manœuvre, hein, non. Peut-être pas exagérer non plus. Voilà, donc on va voir plusieurs points. Premièrement, concernant Hervé Rissen, bon, voilà la version du Cercle nationaliste français hein, sur le rôle de Rissen. Donc vous pouvez le consulter, hein, sera en ligne, en lien, bien entendu. Voilà, en lien. Voilà. Hein. Sur le Covid. Et donc, il en rajoute là, voilà.
Voilà, donc on n'en dira pas plus. Par contre, concernant les réserves d'Henri de Lesquen sur Hervé Ryssen, évidemment, il vous parlera pas, il vous parlera pas de ce qui concerne Philippe Poncardassac parce qu'ils sont pas en bons termes, hein, moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est absolument inadmissible du point de vue de l'élégance, de la courtoisie et de l'attitude qu'on doit avoir qu'on doit avoir envers les femmes quand on est français, c'est qu'on ne communique pas le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Là, en l'occurrence, c'est l'assistante de Philippe Poncardassac. Voilà, c'est des méthodes de groupuscule, c'est minable. Hein. Bon, on regrette de dire ça parce qu'il s'agit d'Hervé Ryssen et qu'on on estime quand même ce qu'il fait et qu'on juste scandaleuse son incarcération, pardon. Hein, faut apprendre à parler aussi. Mais bon, c'est absolument inadmissible. Voilà. Donc voilà, vous prendrez connaissance si vous voulez de cette chose-là. Voilà. On revient à nos moutons et on revient un petit peu à ce dont on parlait dans une vidéo précédente, c'est-à-dire la vague d'arrestation dans le milieu nationaliste, entre guillemets, hein, sur signalement. Voilà. Donc, là, il s'agit de la page de Nous voulons vivre, page qui défend donc les Français et leur héritage culturel. Hein. Donc voilà ce qu'il en est. Je n'ai pas pour habitude de me mêler des affaires de ce milieu qui par ailleurs ne me concernent pas. Il a bien raison. Je viens d'apprendre une nouvelle qui m'a terriblement choqué. L'incarcération récente d'un jeune nationaliste païen, rémigration, entre guillemets, hein, à 4 ans de prison, ce 25/11/2020, pour avoir posté là une photo de la décapitation de Samuel Paty sur Minds, avec comme légende Samuel et Paty, pour apologie du terrorisme. Ah oui, alors donc quand Henri Lesquen dit que normalement à moins de 4 ans on fait pas de prison et que Hervé Ryssen était un cas d'exception. Il faut savoir que maintenant c'est comparution directe hein, par décision de monsieur Dupond-Moretti, notre estimé ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà. Sauf vous l'écrivez comme vous voulez. Hein. Voilà, donc il a été dénoncé la plateforme Pharos, voilà, par un certain Yann Mercado et Solveig Mineo et Conversano, point d'interrogation. Ah oui, oui, tiens, à propos de Conversano. Non, parce qu'il faut pas exagérer non plus. On reprendra la lecture de son petit post à lui, mais faut pas exagérer non plus, parce que c'est très simple. Hein. Vous avez une citation d'Amalek qui dit et qu'on arrête d'accorder le moindre crédit à une personne, là je parle de Daniel Conversano, qui a permis l'entrisme de ces gens dans nos milieux. Mais qui a permis l'entrisme de Daniel Conversano dans votre milieu? Parce que ce type-là n'est pas nationaliste, hein, tout le monde le sait. Hein. C'est de notoriété publique, hein, voilà. Donc vous vous êtes fait avoir quoi, pendant des mois. Pendant des mois, le dit Amalek lui a accordé crédit hein, pendant des mois. Il a favorisé sa visibilité. Hein. Voilà, après il se plaint, il s'excuse auprès de vous en disant qu'il a accordé de la visibilité à Cro-Blanc. Mais Conversano, c'est beaucoup plus grave. Hein. L'autre, c'est une plaisanterie. Bon, peu importe. Voilà, donc Monsieur Conversano vous a convaincu certainement par ses propos antisémites vomitifs là. Ça faisait tellement bien, ça faisait des nationalistes. Hein, bon. Et il n'a pas eu la moindre poursuite pour ces propos-là. Hein. Il a été poursuivi pour islamophobie, voilà, c'est ça. Et il a eu une amende ridicule et qui lui ont prélevé sur son compte. Et en plus, il se plaint. Hein. En plus, il se plaint, quoi. Avec tout le pognon qu'il s'est fait avec ses escroqueries, il se plaint. Hein. Après, il est de notoriété publique que les employeurs de Conversano, il suffit d'aller revoir la vidéo de convention de la droite pas pour connaître ses employeurs, quoi. C'est tout simple. Hein. Ce type-là n'a rien construit par lui-même. Hein. Notamment, parmi ses employeurs, vous avez monsieur Éric Zemmour,
qui est très drôle comme monsieur, parce que dans cette convention, il a fait un discours vous appelant donc à reconquérir votre pays, hein, sinon vous méritez d'être effacé de l'histoire, reconquérir votre pays, évidemment en affrontant toutes les forces dont dispose la Cinquième République, parce que c'est ça en fait. Hein, si vous devez reconquérir le pays, vous devez affronter à un moment ou à un autre la Cinquième République. C'est comme ça. Hein. On peut vous appeler à un coup d'État autant que vous voulez. À la fin, c'est ça. Hein. À la fin, c'est vous affrontez les forces de l'ordre, l'armée, des choses comme ça, quoi. Donc c'est très drôle parce que Monsieur Zemmour vous suggère de faire ça, et en même temps, il est juré. Il est juré du jury de l'oral de l'ENA. Voilà. Donc c'est lui en fait qui choisit les administrateurs civils du ministère de l'Intérieur. Donc ils viennent sous-préfet et préfet. Voilà. Donc bah, la répression que vous avez eue pendant vos manifestations qui étaient très pacifiques quand même, à part par les saloperies qu'ont fait les anarchistes, c'était très pacifique. Bah, c'est les gens qui ont organisé cette répression, bah, ils ont été recrutés par Monsieur Zemmour. Voilà. Donc, maintenant, si vous voyez pas l'imposture du monsieur, bon, bah, après, c'est votre problème, voilà. Donc, on va reprendre la lecture du poste de Nous voulons vivre. Alors, ça c'est important, je profite de cette sordide histoire pour dire à tous les plus jeunes de s'éloigner au maximum de ces milieux. Ouais, ça c'est important, ça. Rémigration, même si nous ne partageons pas ces idées, est aujourd'hui en prison et condamné à 4 ans de prison pour mauvaise blague. C'est beaucoup, dont un an ferme. Et c'était comparution immédiate. Hein. Il y a pas, là, il est plus question, de dire oui, il s'est pas présenté, il a méprisé toute la procédure. Non, non, ça c'était direct là. Hein. Rappelons aussi que ces délateurs sont les personnes se trouvant derrière la chaîne Le Lapin du Futur et que cet acte n'est pas anodin. Je partage donc l'information, restez solide, etc. Donc après vous avez ce qu'on a déjà vu, hein, les posts en question. Donc voilà, voilà en gros ce que c'est. Hein. Bon. Bon, alors on va en revenir à Hervé Ryssen maintenant. Tout en vous disant quand même que le type qui est en train de vous parler n'est pas irréprochable non plus. Hein. euh, au début, en fait, faut l'avouer, il était question d'aller observer un petit peu la dissidence, bah, pour se moquer d'eux, hein, bon, parce qu'on avait envie de se marrer. Et puis, le résultat des courses, bah, on a réussi à blesser une personne, sauf au gros malentendu, qui est vraiment quelqu'un de bien, tout simplement par une attitude qui traduit un manque d'empathie, un manque de spontanéité et puis un manque de sociabilité, tout simplement, hein, voilà. Alors que dire un petit mot gentil, ça coûte rien, quoi. Voilà. Donc voilà, donc maintenant, au début c'était pour rire, mais maintenant c'est de moins en moins drôle. Donc bon, on va en terminer avec cette distance. Bah, maintenant, à partir de maintenant, ça va être, des relais, voilà. On va relayer le travail des autres et puis on va se taire, voilà, ça vaudra mieux. Voilà, donc maintenant, on va reparler d'Hervé Ryssen, de l'avis d'Henri de Lesquen sur Hervé Ryssen, en espérant ne rien avoir oublié. Ouais. Donc l'avis d'Henri de Lesquen sur Hervé Ryssen, voilà. C'est parti. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la victoire sur l'affaire Fourtillon? Non. Bon. Non. Alors je vous propose de continuer sur un sujet plus délicat, plus délicat, qui est le procès Ryssen. Alors le procès Ryssen, j'y étais, c'était donc le mercredi 2 décembre,
C'était le mercredi de décembre dernier, et j'ai assisté à presque toute... Non, pas toute l'audience. Ça a commencé à 1h30, 13h30, par ce qu'on appelle les prononcés des jugements, ensuite par les fixations, qui était le seul de l'après-midi, a commencé à 15h. Il s'est terminé à 21h, moi je suis parti nettement avant, parce que j'avais une réunion au CDH. Pour autant, j'ai entendu les déclarations de Rissen, et la première remarque que je voudrais faire, c'est qu'il s'est bien comporté. Alors, Rissen est en prison pour délit d'opinion. Ce simple fait devrait susciter l'indignation de tous les Français. Il ne doit pas y avoir de délit d'opinion. Ça, c'est un point essentiel. Et lorsque les officines de délation, comme la LICRA, vous disent, et vous répètent, le racisme n'est pas... Mais c'est monstrueux. C'est une affirmation orwellienne. Une opinion peut être détestable, c'est une opinion. Lorsque l'ancien Premier ministre de Malaisie, qui doit s'appeler Mahathir Mohamed, déclare qu'à la suite de l'affaire des caricatures et de la décapitation de Samuel Paty, les musulmans du monde seraient autorisés à massacrer des millions de Français, c'est une opinion. C'est d'ailleurs une provocation. Cette opinion, alors là, en l'occurrence, c'est un délit comme provocation au crime. Mais c'est pas parce que c'est une opinion générale, simplement parce qu'elle incite à tuer. Mais le racisme est une opinion, et en supposant que Rissen soit raciste ou qu'il ne le soit pas, parce que ce n'est pas la question, c'est toujours une opinion. Et donc condamner quelqu'un c'est le condamner pour un délit d'opinion. Alors, est-ce que Rissen devait être condamné? Je ne crois pas. Les lois, en l'occurrence, il a été condamné au titre des lois de la loi Pleven et de celles qui ont modifié la loi Pleven. Et c'est pour ça qu'il a été de prison, et une autre fois pour 5 mois de prison. Total 9 mois. Et donc, il purge cette peine depuis le... C'est le début de l'émission qui revient. Oui, excusez-moi. J'ai été un peu surpris, mais bon... le pauvre Hervé Rissen est emprisonné depuis le 18 septembre 2020. Et il a, théoriquement, s'il n'est pas libéré avant, 9 mois à purger en prison. Il faut, ça paraît abstrait, mais quand on est incarcéré, sauf si on est un loupard, sauf si on est un bandit, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible à cause des autres prisonniers. Et d'autant plus que Rissen est aussi anti-musulman, et que ces derniers temps, il a plutôt attaqué l'islam et les musulmans en soutenant Mila, en soutenant Zemmour, que les juifs. Et donc, dans une prison où 80% des prisonniers et des détenus sont cantonnés dans sa situation. Et je comprends qu'il soit tellement déprimé. Donc il avait fait, avant cette audience du 2 décembre, il avait fait des déclarations un peu inquiétantes, qui étaient compréhensibles, et qui étaient prêts à baisser pavillon. Et en fait, non, heureusement, il s'est défendu. Il s'est défendu courageusement et intelligemment. Intelligemment, par exemple, on lui reproche d'avoir dit sont les premiers responsables de l'extermination de 30 millions de chrétiens en URSS. Et il a répondu, mais nous sommes aujourd'hui le 2 décembre, et on dit bien, les Français ont gagné la bataille d'Austerlitz, qui a eu lieu le 2 décembre. Tous les Français, ce sont quelques Français. Mais c'est une expression parfaitement justifiée. On comprend très bien que ce ne sont pas tous les Français. De même, si on dit les Juifs ont exterminé 30 millions de Slaves ou de chrétiens, on comprend bien que ce ne sont pas tous les Juifs. Ce sont certains Juifs. Donc il est superfétatoire de dire certains Juifs. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que si on dit les Allemands ont exterminé 6 millions de Juifs, personne ne vous fera un procès pour avoir dit ça. Hein. On ne vous poursuivra pas pour incitation à la haine contre les Allemands. Donc je répète, si on dit les Allemands ont exterminé 6 millions de Juifs, aucun problème, on vous félicitera même. Si vous dites en revanche, les Juifs ont exterminé 30 millions de Slaves, là, vous allez avoir des ennuis. Bon.
Oui, vous voulez poser une question? Il y a Allez-y. une question de Mouton. Pour ceux qui ne connaissent pas ce Rissen, pourriez-vous faire un résumé rapide? Alors Hervé Rissen, son vrai nom Hervé Lalin, est un auteur qui se dit judéologue, c'est un grand mot, qui est spécialisé depuis Indré, car c'est un sujet délicat. Il a écrit plusieurs livres pour analyser certaines manifestations de la question juive ou certains phénomènes qui montrent l'attitude de certains juifs ou d'une partie des juifs aujourd'hui. Par exemple, il est condamné, je crois que c'est d'ailleurs pour cela qu'il est en prison actuellement, pour avoir accusé les juifs d'être souvent incestueux. A-t-il tort? Évidemment, tous les juifs ne sont pas incestueux, mais qu'il y ait plus d'inceste chez les juifs, ça paraît vraisemblable. Quand j'entends les propos c'est une citation d'Elisabeth Badinter, qui a dit « Mère est forcément pédophile et incestueuse ». Elisabeth Badinter, juive, femme de Robert Badinter, a dit cela. Vous voyez, c'est effrayant. Effrayant. Et donc, oui, je crois que statistiquement, les cas d'inceste, qui sont malheureusement trop fréquents dans toutes les sociétés, sont particulièrement bien représentés chez les Juifs. Et donc, de ce point de vue-là, il s'est peut-être exprimé de manière maladroite, mais il n'aurait pas dû être condamné. Alors, il est l'auteur de plusieurs livres. Il a aussi écrit sur le cinéma, il a aussi écrit sur beaucoup d'autres sujets relatifs aux Juifs. Il a dénoncé, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles il a été poursuivi, à nouveau, il était poursuivi pour avoir dit exactement la mafia. Oui, 100% du trafic d'ecstasy dans le monde sont le fait de la mafia juive. Je cite. 100% du trafic d'ecstasy dans le monde, il dirait le fait, mais il a dit sont le fait de la mafia juive. Et il a dit très bien à l'audience, écoutez, désolé, mais sont la fête de la mafia albanaise, est-ce qu'on devrait chercher des noises? Donc c'est un vrai sujet, quoi. Il y a une partialité de la jurisprudence lorsqu'on emploie le mot il dit le mot de 4 lettres, J-U-I-F, qui est tout à fait scandaleuse. La justice doit être universelle et on doit punir de la même manière. Si on devait punir plutôt pour injure ou discrimination quelqu'un qui dit sale juif, on devrait aussi punir de la même manière quelqu'un qui dit sale français ou sale chrétien ou sale catholique, sale occidental, sale européen, tout ce que vous voulez. Bon. Or ce n'est pas le cas. Donc il y a une vraie discrimination. Une mauvaise discrimination qui porte atteinte au principe d'universalité de la justice. Alors, donc, je viens au procès lui-même. Donc, ça, c'était le mercredi de décembre dernier. Hervé Rissen, donc, qui est né le 4 octobre 2007, était jugé par le tribunal correctionnel de Paris, 17e chambre, spécialisé dans le délit de presse, et qui était présidé par Mme Sophie Combe, assistée de M. David Mayel et de Mme Roya Palti. Un très bon article de Jean-Henri dans Rivarol du 9 décembre 2020, qui donne un compte-rendu très, très détaillé du procès, avec notamment la déclaration finale d'Hervé Rissen, qu'il n'a pas pu faire jusqu'au bout, puisqu'à 21h, le président de la Chambre, donc elle a levé la séance. Le délibéré, c'est-à-dire le jugement, sera rendu le 5 février 2021. Donc nous ne saurons, s'il est condamné, que le 5 février 2021, sachant que le procureur a réclamé 9 mois de prison ferme contre lui, qui s'ajouterait à ceux qu'il a déjà. Donc c'est extrêmement grave, extrêmement inquiétant. Alors, pourquoi était-il jugé? Pour trois choses. Premièrement, il avait dit « Les Juifs sont les premiers responsables des 30 millions de chrétiens exterminés entre 1917 et 1947. » Selon le procureur, il avait déjà été condamné par défaut pour les mêmes propos. Deuxièmement, il a dit, je le rappelle, 100% du trafic d'ecstasy dans le monde sont le fait de la mafia juive. Et troisièmement, alors là c'est plus spécial, il avait partagé un tweet. Alors lorsqu'on partage un document sur Internet, en l'occurrence sur Twitter, on le publie à nouveau. Et donc juridiquement, on peut être considéré comme responsable. Mais il est évident qu'on aurait dû surtout poursuivre du tweet plutôt que celui qui partage le tweet.
Donc il avait partagé un tweet assez particulier, dont il n'était donc pas l'auteur, parce qu'il l'avait partagé, qui était un photomontage qui juxtaposait l'affiche du film La vérité si je mens, donc un film sur les juifs séfarades du Sentier, avec la photo du portail du camp d'Auschwitz. C'est en allemand le travail rend libre. Et donc la justice a interprété, en tout cas le procureur et les parties civiles, qui étaient donc les officines de délation bien connues, comme la LICRA, ont interprété ce montage comme étant révisionniste. Si je mens, donc ça voulait insinuer que il n'y avait pas eu d'extermination, que la vérité officielle n'était pas une vérité vraie en ce qui concerne le camp d'Auschwitz. Mais en réalité, et à mon avis de façon convaincante, Hervé Ryssen a expliqué qu'il n'avait pas du tout pensé à cela. Au contraire, il avait pensé au grand remplacement des Ashkénazes par les séfarades. Ce sont les Ashkénazes qui sont morts à Auschwitz, et ce sont les séfarades en France depuis. Et donc il a fait un commentaire de ce photomontage d'une qualité discutable, qui était le suivant, je lis texto: « Putain de ta mère, c'est Camus qui a raison, Camus évidemment, Renaud Camus, on est les premières victimes du remplacement de sa race. » Bon, ça voulait dire, donc, dans son esprit, que c'était les Ashkénazes qui étaient remplacés par les séfarades. Bon, c'était d'un goût douteux, mais non seulement c'était pas révisionnisme, au contraire, c'était un commentaire sur le génocide. Donc, à tous égards, on ne devrait pas le condamner pour ça. Il faut d'ailleurs, c'est un point sur lequel je reviendrai, souligner que Hervé Ryssen n'a jamais traité, en dehors de ce partage, il n'est pas vraiment révisionniste, il n'avait jamais rien publié sur la Seconde Guerre mondiale, ni sur la religion de la Shoah, ni sur la Shoah. Et il l'a répété à plusieurs fois de manière insistante au cours de l'audience, en disant « Je n'ai jamais rien publié sur la Seconde Guerre mondiale, jamais rien ». En réponse à l'avocate de la LICRA qui lui avait demandé « Est-ce que vous pensez que l'on nous ment sur la Deuxième Guerre mondiale ?» Il répond « Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais travaillé là-dessus. C'est un sujet que j'ai jamais abordé. » Citation. Et le négationniste, pareil, je ne nie rien. Je ne nie pas les juifs morts dans les camps de concentration entre 1940 et 1945. J'ai jamais parlé de négationnisme, jamais. Et pour un simple bouton sur lequel j'ai appuyé, le partage donc, je risque d'être traité par tous les journalistes des négationnistes. Et dans sa déclaration finale, il a encore dit « Et là, je suis traité de négationniste. Vous êtes en train de me dire que je nie les chambres à gaz, que je pisse sur 6 millions de morts. C'est ça que vous êtes en train de me dire, mais c'est vous qui inventez ça. C'est sorti de vos têtes, c'est pas dans ma tête ça. Moi, je me réfère uniquement à ce qui est sérieux, sourcé, référencé. » Voilà. Donc il est clair que Hervé Ryssen n'est pas révisionniste, qu'il n'a jamais rien dit sur le sujet, et que c'est seulement un égarement de sa part, qui a duré une seconde, ou quelques secondes, à partager ce photomontage qui était peut-être révisionniste dans l'intention de son auteur, mais qui c'était pas Ryssen l'auteur, et qui n'a pas compris comme révisionniste. Donc, c'est d'ailleurs assez curieux parce que les militants révisionnistes, comme Renoir, font grand cas de Ryssen, alors que Ryssen n'a jamais abordé le sujet. Voilà. C'est un sujet qui envoie en prison. Vincent Renoir est obligé de s'exiler en Angleterre pour échapper à la prison. Après avoir fait 7 mois de projet, bon, rapidement, c'est c'est la mafia juive. 100% du trafic d'ecstasy dans le monde sont le fait de la mafia juive. Alors là, je crois que il a simplement rapporté des faits qu'il a trouvés dans la presse, d'ailleurs, qui ne sont pas un mystère. Bon. Apparemment, c'est l'ecstasy, comme il l'a dit à l'audience, ce trafic est organisé par des Israéliens, des Juifs d'Israël. Bon, c'est ainsi. Cette phrase ne justifie aucune condamnation, indépendamment du fait que la loi elle-même qui a amené ce procès est scélérate. Alors revenons sur le sujet, à mon avis, le plus important, c'est 30 millions de chrétiens qui ont été exterminés entre 1917 et 1947. Alors l'avocat d'Ivrap a eu le culot de dire, l'impudence de dire, qu'il n'y avait pas de juifs pratiquement en dehors de Trotsky dans la révolution bolchevique. Et que l'expression judéo-bolchevisme, qui avait été populaire autrefois,
Alors, Rissen a fort justement, s'est fort justement appuyé sur Alexandre Solzhenitsyn, qui a écrit 2 siècles ensemble, et notamment Juifs et Russes pendant la période soviétique. Alors, je vais vous lire un extrait de ce livre, monumental de Solzhenitsyn. Donc 2 siècles ensemble, Juifs et Russes pendant la période soviétique, c'est le 2e tome. Voilà ce qu'on lit dans ce livre auquel se référait Hervé Rissen, page 85. Le Parti ouvrier social-démocrate russe à Londres en 1907, qui était commun avec les mencheviks, sur 305 délégués, 160 étaient juifs, soit plus de la moitié. Lors de la séance historique, rue Karpovka, dans l'appartement de Himer et Flaxerman, le 10 octobre 1917, quand fut prise la décision de lancer le coup d'État bolchevique, parmi les 12 participants figurèrent Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Sverdlov, Vorotsky, Sokolnikov. 6 juifs sur 12. C'est là que fut élu le bureau politique, qui allait connaître un si brillant avenir, et parmi ces 7 membres, toujours les mêmes, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Sokolnikov, c'est-à-dire 4 juifs sur 7. Voilà, donc, il est clair, les juifs étaient majoritaires au début, lors de la révolution bolchevique. Il faut d'ailleurs élargir parce qu'à côté des juifs, il y a d'autres halogènes, non russes ou assimilés biélorusses. Il y avait par exemple des Géorgiens comme Staline et plus tard Beria, qui ne sont pas des Russes. Il y a beaucoup de Lettons à l'origine, de Lettonie. Et très bien Sverdlov, dans un livre que bizarrement Hervé Rissen ne paraît pas avoir utilisé, le livre de Yuri Zleskin qui s'appelle Le siècle juif, qui est un livre de propagande judéocentrique, mais formation. Eh bien, beaucoup des non-juifs qui étaient dans les cercles dirigeants du pouvoir soviétique, marxiste, après 1917, étaient même, quand ils n'étaient pas juifs, étaient mariés à des juives. Par exemple, le fondateur de la Tchéka, devenu ensuite le GPU, le NKVD, le KGB, qui était polonais, était marié à une juive. Boukharine était marié à une juive. À la mort de Staline en 1953, mars 1953, son bras droit était Lazar Kaganovitch, juif. Le numéro 3 était Molotov, qui était russe, marié à une juive. Le secrétaire particulier de Staline n'était pas juif. Enfin, celui de 1953, celui d'avant était juif. Celui de 1953 était russe, marié à une juive. Donc entre ceux qui étaient juifs et mariés à une juive, honnêtement, jusqu'au bout, c'est-à-dire on a une surreprésentation des juifs, très très nette. Bon, donc l'affirmation du judéo-bolchevisme est évidemment simplificatrice. Beaucoup de juifs ont été persécutés par le pouvoir soviétique, mais les juifs étaient longtemps prépondérants, et jusqu'à la fin, ils ont occupé les plus hautes fonctions, puisque je vous répète, Lazar Kaganovitch, numéro 2, du pouvoir soviétique à la mort de Staline en mars, était juif. C'était d'ailleurs le premier responsable justement du fameux Holodomor, la Shoah des Ukrainiens, en 1932-1933. 6 ou 8 millions d'Ukrainiens sont morts. Et c'est lui, Kaganovitch, qui a lancé l'extermination des Ukrainiens par une famine provoquée. Sans compter évidemment les nombreuses exécutions. D'ailleurs, Kaganovitch, après la mort de Staline, a défendu sa mémoire et son sistre Khrouchtchev. Il a été éliminé à cause de cela. Donc il est complètement faux de dire que Staline serait devenu antisémite, anti-juif à la fin de sa vie. C'est un bobard, c'est une fable. Je reviendrai sur le sujet si certains auditeurs le souhaitent, mais c'est vraiment une fable. Alors évidemment, beaucoup de juifs ont été victimes de l'épuration qui a eu lieu au Parti communiste jusqu'en 1953. Mais pour une raison bien simple, c'est qu'ils étaient si nombreux dans l'appareil soviétique que forcément, beaucoup d'entre eux devaient être victimes de cette épuration. La révolution comme Saturne dévore ses enfants. Donc on a vu ça pour la Révolution française, et on a vu ça pour la Révolution soviétique, et en particulier lorsque Trotsky s'est opposé à Staline, avant de se faire assassiner par Staline, ou sur ordre de Staline, eh bien, que s'est-il passé? Beaucoup de juifs ont suivi Trotsky. Et à ce moment-là, évidemment, ils ont été éliminés, pas parce qu'ils étaient juifs, mais comme trotskistes. Passons peut-être aux questions
chère Oui. Victoire. Alors, question sur le sujet Rissen. Question de Maxence de Touraine. Limonde a relaté que vous auriez demandé à un avocat de l'UEJF s'il parlait araméen à l'occasion du procès de Hervé Rissen. Qu'en est-il réellement ? C'est faux. Non, ça c'est Litli qui l'a dit. C'est un mensonge. Je lui ai dit, comme je le dis souvent, rejetez-vous le Talmud. Quand quelqu'un me dit vous êtes antisémite, vous êtes anti... C'est évidemment faux. Je suis judéo-critique, je ne suis pas anti-juif. Je réponds à cette question par une question. Je dis rejetez-vous le Talmud qui tient les non-juifs pour des... Et j'ai posé cette question à Little, qui n'a jamais répondu. C'est-à-dire qu'il ne rejette pas. Je dis donc là, vous ne répondez pas, donc vous ne rejetez pas le Talmud et vous me tenez pour une bête comme tous les non-juifs. Voilà, bon, ça m'est totalement égal, mais il faut le savoir. Bon. Donc, est-ce que je peux ajouter aussi, est-ce que vous rejetez raciste du peuple élu ? Est-ce que vous rejetez les déclarations du grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, pas d'un rabbin ordinaire, du grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, mort en 2012, qui a déclaré les non-juifs, les goyim, termes de mépris, ne sont nés que pour servir. C'est énorme, quoi. Bon. Hein ? Et alors j'avais d'ailleurs, parce qu'il se trouve que quelques jours avant, j'étais moi-même dans un procès. Le 25 ou le 26 novembre, une semaine avant, j'étais devant la cour d'appel, alors pour répondre à un sujet qui n'avait rien à voir avec les juifs, parce que j'avais déclaré sur Twitter, Centrique Nègre s'adresse au cerveau reptilien. Fin de citation. Bon. Et j'étais donc revenu devant la cour d'appel après première instance, deuxième instance, j'avais été relaxé en deuxième instance, la cour de cassation avait cassé, renvoyé devant la cour d'appel, bon. Et effectivement, j'ai rencontré à nouveau Little, de l'Union des étudiants juifs de France, et j'avais expliqué, que cette Union des étudiants juifs de France était raciste. J'avais regardé ses statuts réservés aux juifs. Il faut être juif pour appartenir à l'Union des étudiants juifs de France. Donc c'est par définition, ce statut est raciste. Et d'ailleurs, qui soutient les communautés juives, qui soutient les références à la France et à la nation française. Donc les gens de l'UEJF sont des Français. Ce ne sont pas des Français juifs, ce sont des Juifs français qui se considèrent comme qui font allégeance à Israël et qui ont créé une association raciste. Et donc c'est vraiment pas de l'impudence, comment on dit, vous connaissez l'expression chutzpah, hein ? Oui. Alors dites-le bien dans le micro qu'on entende bien, oui. Chutzpah, oui. C'est un terme yiddish qui veut dire l'impudence, quoi. Et alors que pour les chrétiens, le terme de l'impudence est un défaut, la chutzpah c'est considéré comme une qualité, vous voyez. C'est le culot, mais plus que le culot, c'est l'impudence, quoi. Voilà. L'absence totale de complexe, de respect humain. Chutzpah. Eh bien, il faut, quand on crée une association raciste qui s'appelle l'Union des France, pas manquer de chutzpah pour se présenter comme antiraciste et faire un procès contre des gens accusés de racisme. C'est quand même assez incroyable, quoi. C'est vraiment la chutzpah dans toute sa splendeur. Alors j'en reviens à Rissen. Quelle était la question sur Rissen, monsieur C'était, oui, sur l'avocat... Ah oui, est-ce qu'il parlait araméen ? Non, oui. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas demandé s'il parlait araméen. C'est lui qui m'a demandé est-ce que vous parlez araméen, parce que les juifs racistes anti-goy vous disent, quand vous leur posez cela, est-ce que vous parlez araméen ? On m'a dit est-ce que vous avez lu dans le texte original le Talmud ? Évidemment, non, j'ai lu des traductions, ça, non, j'ai pas lu le Talmud dans le texte original. Et j'ai lu une traduction, non, j'ai vu le texte en anglais de Ovadia Yosef, qui était le grand interprète du Talmud. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Le Talmud dit, il s'adresse aux Juifs, il dit, vous êtes des hommes, et les non-Juifs ne sont pas des hommes. Vous voyez ? Le raisonnement est que seuls les Juifs obéissent à la loi de Dieu, la Torah, les non-Juifs, les goyim, terme de mépris, je le répète, n'obéissent qu'à la loi de nature comme les animaux. Donc la différence entre le Juif et l'homme non-Juif, le goy, est bien plus grande que celle qu'il peut y avoir entre un homme non-juif, comme nous, autour de cette table, à moins que vous nous révéliez que vous êtes juif, donc entre les non-juifs et les bêtes. Bon. Donc c'est une religion incroyablement raciste. Cette religion fondée sur le Talmud, qui est celle des pharisiens dont parle l'Évangile, est incommensurablement raciste. Bon. Donc c'est lui qui m'a parlé araméen. J'ai dit c'est un mensonge de plus. Hein. On a l'habitude. Alors oui. Autre question sur le même sujet.
livre, envoyez-moi par Facebook ou autrement un commentaire ou une présentation de ce livre pour que j'ai envie de le lire, je sache s'il est vraiment intéressant. Voilà, vous faites une nouvelle question pour expliquer en quoi ce livre est intéressant. Voilà. Ce qui va peut-être me ramener à parler du procès Rissen, hein, et de dire quand même mes interrogations sur le cas d'Hervé Rissen. Bon, je répète, il a été jeté en prison pour délit d'opinion, c'est horrible, c'est scandaleux, ça c'est clair. Et je suis donc allé au procès pour le soutenir. Voilà. Cela dit, est-ce qu'on peut considérer Rissen comme un oracle confirmé sur le sujet de la question juive et plus généralement comme une référence politique? Alors, je commencerai par la deuxième remarque, sûrement pas une référence politique. Rissen nous a demandé de soutenir Mila. Regardez ma vidéo, ni Mila ni Charlie. Hein. Mila qui était une dégénérée. Nous demande de soutenir Zemmour, que je tiens pour un imposteur, et un agent d'influence d'Israël, un Français de papier qui vend du patriotisme comme il vendrait des bretelles. Et il a eu, alors, pour vous montrer qu'on a affaire commerciale, Rissen, il a dit à l'audience, 2 décembre, Éric Zemmour n'est pas juif. Alors, excusez-moi, mais vraiment, Éric Zemmour, une goutte de sang juif, pas une goutte de sang français d'ailleurs. Voilà. Donc vraiment, il n'y a pas plus juif que... regardez-le, si j'ose dire. Non, c'est absurde. Bon. Donc... franchement, on peut plaindre, et on doit plaindre Hervé Rissen, mais on ne doit pas le suivre sur le plan politique. Et même sur la question juive. Je voudrais franchement être très clair sur le sujet. Hervé Rissen a eu le courage de traiter du judéo-bolchevisme et du slavocide. Il a eu le courage de parler de la responsabilité des Juifs dans le slavocide, ce qu'on appelle l'Holodomor en Ukraine, perpétré donc sous le régime marxiste soviétique de 1917 à 1953. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté en 1947 d'ailleurs dans sa déclaration, mais bon, passons. 1943, c'est la mort de Staline. Hein. Il faut reconnaître quand même que sur ce sujet, il a pris des risques puisqu'il se retrouve devant le tribunal pour avoir dit ça. Sans l'avoir peut-être assez étayé ou avoir pris des précautions. Mais il n'a fait que suivre Elisabeth Zemmour. Donc son audace était limitée. En revanche, je suis obligé d'observer que Hervé Rissen, qui a beaucoup parlé des Juifs, n'a pratiquement traité d'aucun sujet qui puisse vraiment les gêner. Qui puisse vraiment gêner, je veux dire, le CRIF, la coterie juive. Le CRIF. Hein. Il n'a jamais parlé de la Shoah ni de la région de la Shoah. Hein. Et c'est par accident mis en cause. Il a partagé bien à tort un photomontage contestable. Donc rien sur la religion de la Shoah ni la Shoah. Quand même central dans la question juive aujourd'hui. Hein. Rien sur la critique de l'État d'Israël. Ce qui ne me gêne pas trop, parce que je pense qu'on n'a pas forcément à critiquer l'État d'Israël, dont le sort ne nous concerne pas beaucoup. Plus grave, il n'a jamais rien dit sur le Talmud et la Kabbale. Et d'ailleurs, il a dit, au procès, je vais le citer sur le sujet, hein, il dit, j'ai jamais abordé la religion juive. Le judaïsme se définit par sa religion. Alors, on n'est pas judéologue à 100% quand on ne parle pas de la religion juive. C'est quand même grave. Il n'a jamais dit ce que moi je me tue à répéter depuis que j'ai lu Ovadia Yosef et depuis que j'ai découvert ce qui était dans le Talmud. Le Talmud tient les non-juifs pour des bêtes, c'est quand même énorme. Bon, un judéologue confirmé devrait dire ça à longueur de temps. Surtout que ça du coup, c'est inattaquable. C'est dans le Talmud. Voilà. Donc c'est pas une invention. C'est une invention. Et je n'ai jamais été poursuivi pour avoir dit ça. Et d'ailleurs, je voudrais bien qu'il me poursuive. Parce que j'apporterai la démonstration. Avec les citations du Talmud, celles que j'ai faites tout à l'heure. Vous êtes des hommes, mais les non-juifs ne sont pas des hommes.
Et puis les citations qui sont... Alors, c'est en ligne sur Wikipédia. Regardez la notice Wikipédia de Ovadia Yosef. En français, c'est un peu succinct, mais regardez-la en anglais, c'est beaucoup plus complet. Alors, il y a 40 pages, c'est énorme. Vous pouvez passer rapidement et aller directement au chapitre polémique, et vous verrez les citations. Donc, Ovadia Yosef a dit, il comparait les non-juifs à des ânes, vous voyez, des animaux, en disant les non-juifs, les goïms, ne sont nés que pour servir les juifs. Bon. Jamais Rissen n'a dit ça. Bon, c'est grave, à mon avis. C'est une lacune énorme. Bon. Il n'a jamais non plus... alors, il a abordé un sujet important qui est celui du slavocide, ça c'est vrai. Bon. Et ensuite, il a dénoncé le pouvoir des Juifs, etc. Mais c'est très ambigu. D'abord, je trouve que c'est faux. Il ne faut pas exagérer le pouvoir des Juifs dans le monde. Ils ont un pouvoir important. Enfin, d'ailleurs, les Juifs, c'est compliqué. L'État d'Israël, tout ça, ce sont des organisations qui ont un certain pouvoir, et un pouvoir certain, notamment le CRIF en France. Mais le monde est dominé par la superclasse mondiale, et ce ne sont pas les Juifs qui dominent la superclasse mondiale. Ils y sont assez nombreux. Je pense à Soros. Mais Soros, il faut savoir, est très mal vu de Netanyahou. Soros voudrait que l'État d'Israël ne fût plus un État juif. Donc il y a une contradiction entre le nationalisme juif, le sionisme, et d'ailleurs c'est pas un hasard si les cosmopolites étaient pour Biden, et les sionistes pour Trump. Donc il ne faut pas avoir une vision simpliste. Et je dis d'ailleurs que les anti-mères qui surestiment le pouvoir des juifs en disant, en voyant des juifs partout, en disant que les juifs dominent le monde, ce qui est faux, en réalité, rendent service au CRIF et à la coterie juive. Parce que les gens du Marais, qui sont opportunistes, se disent qu'il ne faut surtout pas oser critiquer le CRIF. Le CRIF domine la France. Vous voyez ? Donc, d'une certaine manière, un certain antisémitisme, entre guillemets, sert la cause du CRIF et de la coterie juive anti-française. Donc, je ne trouve pas, autrement dit, je suis obligé de le dire, hein, franchement, je veux parler sans embâge, que le travail de Rissen sur la question juive, c'est très important et très utile. Voilà, je l'affirme. Regardez la conférence que j'ai faite, qui est en ligne sur BitChute, ma chaîne BitChute /channel /lesquin, qui s'appelle « Réinformation sur la question juive ». J'ai fait cela le 28 février 2020. Bon. J'ai dit 10 choses. Premièrement, le judaïsme n'est pas le judaïsme, puisque c'est la religion des pharisiens dont parle l'Évangile. Ce n'est pas le judaïsme de l'Ancien Testament. Rissen ne le dit pas. Les juifs ne sont pas juifs. Ça, c'est la thèse très établie, très solidement soutenue, de Shlomo Sand et d'Arthur Kessler, et autrefois d'Ernest Renan. Les juifs d'aujourd'hui ne descendent pas des juifs de l'époque du Christ. Ils descendent, quand ils sont ashkénazes, de Turcs khazars convertis au judaïsme, au 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, ou de Turcs berbères, de berbères convertis au judaïsme à la même époque. Donc les juifs ne sont pas juifs. Ce sont des berbères, pour les séfarades, des berbères judaïsés, pour les séfarades, et des Turcs khazars judaïsés, pour les ashkénazes. Ce qui veut dire de surcroît que leurs revendications sur la Palestine sont particulièrement absurdes du point de vue historique. Troisièmement, j'ai dit, alors ça c'est secondaire, l'hébreu n'est pas de l'hébreu, l'hébreu moderne est un jargon qui n'a pas grand-chose à voir avec l'hébreu ancien. L'antisémitisme n'est pas de l'antisémitisme, c'est secondaire, mais évidemment, comme les juifs ne sont pas sémites, mais les arabes sont sémites, c'est un peu absurde de dire que les arabes peuvent être antisémites. Mais j'ai aussi dit, jamais, Rissen ne l'a dit, le judéo-christianisme c'était un mythe. Le judaïsme actuel, qui est celui des pharisiens dont parle l'Évangile, est isomorphe à l'islam. Donc si l'on devait parler de judéo-christianisme, on devrait dire le judéo-christianisme c'est l'islam. Pourquoi ? Parce que le christianisme, l'islam est une hérésie dérive de judaïsme pharisaïque, avec lequel il est isomorphe, et simplement il lui a ajouté le caractère prophétique de Jésus-Christ. Bon. Donc c'est une hérésie christianisée du judaïsme talmudique et pharisaïque. Donc le seul judéo-christianisme aujourd'hui qui existe, c'est l'islam. Le judaïsme
actuelle est une religion, comme le judaïsme ancien d'ailleurs, est une religion orientale et qui a la même structure, je dis isomorphe de l'islam. On peut dire que le judaïsme actuel est un islam raciste, tandis que l'islam est un judaïsme universaliste. Voilà. Donc ça, évidemment, Rissen n'en a pas dit un mot. Bon. Les juifs ne sont pas d'une essence supérieure. Il faudrait parler de ce qu'a dit Yann Biro sur les prix Nobel attribués aux juifs, sur ce que Jules Leveugle et moi-même nous avons dit à propos du mythe d'Einstein. Einstein, il faut savoir qu'Einstein est un plagiaire. Hein. C'est pas lui qui a trouvé la théorie de la relativité. C'est pour la relativité dite restreinte, c'est Henri Poincaré, le français Henri Poincaré. Pour la relativité généralisée, c'est pas Henri Poincaré, c'est David Hilbert. Ça, pas un mot chez Rissen. Les Juifs sont des immigrés comme les autres. C'est intéressant ça. Il faut savoir que les Juifs ont été expulsés de France en 1394, qu'il n'y en avait quasiment pas quelques milliers maximum en France en 1789, et donc ils sont arrivés au XIXe siècle. Pour les Ashkénazes, les Séfarades sont arrivés au XXe siècle. Donc les Juifs sont des immigrés comme les autres. Dreyfus était coupable, ça c'est Adrien Abozy qui en a apporté la démonstration, pas un mot, pas un commentaire de la part de Rissen. Et enfin, la Shoah et la religion de la Shoah, il y a une religion de la Shoah, pas un mot chez Rissen. Donc autrement dit, l'apport d'Hervé Rissen à la réinformation sur la question juive me paraît secondaire et discutable. Voilà. Je tenais à le dire parce que c'est la vérité. Alors, ça ne retire rien à l'heure qu'il subit actuellement. Hein. Alors, à ce propos, d'ailleurs, j'ai encore une chose à rajouter, c'est que pourquoi est-il en prison, Hervé Rissen ? Certes, parce qu'il a été condamné à 4 mois et à 5 mois de prison, total 9 mois. Mais vous savez qu'en France, en dessous de 4 ans de prison, on ne fait pas de la prison. Jérôme Cahuzac a été condamné à 4 ans de prison, juste à ce niveau, pour lui permettre, pour qu'il ne fit pas de prison du tout. L'aménagement de peine. Hein ? Et donc, quand on est condamné à 9 mois de prison, normalement, on ne fait pas de la prison. Et pourtant, il est en prison. Pourquoi ? Je sais pourquoi. D'ailleurs, il l'a reconnu. Il a dit « j'ai été négligent ». Il se trouve que j'ai reçu un jour Hervé Rissen à déjeuner, que j'ai trouvé fort sympathique, et il est passé toute l'après-midi avec moi. Et donc, nous avons eu le temps de parler longuement, reprocher aimablement de ne pas traiter des sujets essentiels. C'est vraiment la Shoah, la religion de la Shoah, la religion juive. Il m'a dit « non, je ne veux pas en parler ». Bon. Il ne voulait pas parler des sujets les plus importants. Bon. Et ensuite, il m'a dit « j'ai des procès, j'ai des convocations, je ne me rends à aucune convocation ». Il s'est rendu... il a voulu disparaître dans la nature, ne donnant son adresse à personne. En tout cas, pas à la justice. Et donc, il ne recevait pas les convocations, et quand il les recevait, il n'y répondait pas. Et pourquoi s'est-il trouvé ? Alors, je lui avais dit ce jour-là, mais c'est irresponsable. Hervé, c'est irresponsable. Vous allez finir par aller en prison si vous ne répondez pas aux convocations de justice. Là, il a été jugé le 2 décembre, en opposition, parce que cette fois-ci, il avait enfin pris des avocats, pour 2 condamnations qui avaient été prononcées par défaut. Par défaut, ça veut dire qu'il n'était pas présent à l'audience, et qu'il n'était pas non plus représenté par un avocat. C'est complètement irresponsable. Il avait dans cette procès, cette fois-ci, il avait 2 avocats, maître Pierre-Marie Bonneau et maître Damien Villiers. Bon. Mais donc je lui avais dit, quand je l'ai reçu, je reviens en arrière, écoute, Hervé, c'est complètement irresponsable. Et s'il voulait échapper à la justice, la seule solution, Vincent Rard, révisionniste qui s'est réfugié en Angleterre, ou Boris Lelay qui s'est réfugié au Japon. Mais rester en France et ne pas se rendre aux convocations, c'était le meilleur moyen pour finir au trou. Et je sais que s'il est allé en prison, c'est parce qu'il a refusé d'aller aux convocations de juge d'application des peines. Donc, autrement dit, il est en prison à cause de décisions scandaleuses pour délit d'opinion, mais également à cause de son irresponsabilité. D'ailleurs, s'il a été condamné à la prison, c'est probablement, ça je n'ai pas vérifié, que ces condamnations ont été rendues par défaut. Il n'était pas présent. Ne pas être présent, ne pas présenter sa défense, c'est bien condamné. C'est un manque de respect à l'égard du tribunal que le tribunal sanctionne lourdement.
Donc il s'est comporté de manière plus que légère, irresponsable. Voilà, irresponsable. Donc il est braque. Il faut dire que Hervé Ryssen est braque. Voilà. J'avais dit d'ailleurs, je vous signale qu'il a, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais il a 19 mentions au casier judiciaire, mais pas toutes pour des délits d'opinion. Il a été condamné la première fois le 27 septembre 2005 pour violence, 4 mois de prison avec sursis. Il a aussi été condamné ultérieurement pour menace de mort et pour port d'armes. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense que Hervé Ryssen doit être plaint, doit être soutenu, mais pas écouté. Voilà. Pas écouté. Ça n'est pas un oracle sur la question juive, et encore moins sur d'autres questions. Il ne faut surtout pas... Alors je ne dis pas, j'ai un ami qui me dit c'est une taupe, c'est un agent de la GSI, des renseignements généraux, qui est là pour infiltrer la droite et pour l'amener vers des positions qui plaisent au CRIF ou à Israël. Je ne dirais pas cela, bien que c'est une hypothèse qu'on peut toujours envisager, hein, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que ces derniers temps, Hervé Ryssen a utilisé le prestige que lui avaient donné ses travaux judéologiques, entre guillemets, dont j'ai montré la relative importance, pour faire rentrer pour accréditer des gens discutables comme Comte Versano, enfin plus que discutables, des ennemis de la France et de la droite, de la vraie droite comme Comte Versano, Mercado. Donc il avait un très mauvais rôle, et également un très mauvais rôle lorsqu'il a soutenu Mila, dans l'affaire Mila, et lorsqu'il nous dit qu'il faut soutenir Zemmour. Tout cela est vraiment très, très inquiétant et ambigu. Voilà. J'ai tout dit de mes doutes, de l'ambiguïté d'Hervé Ryssen, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il faut le plaindre et le soutenir pour sa situation actuelle qui est déplorable et lamentable.